Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'encadrement des personnes étudiantes en contexte de formation à distance. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis chargée de projet du volet veille et mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Cet épisode est la seconde partie de notre conversation avec Isabelle Rivet, Karen Richer, Amanda-Émilie Côte-Boudreau et Michel Deschênes. Durant la première partie de cette discussion sur l'encadrement des personnes étudiantes en FAD, nos invités ont partagé leurs enjeux et leurs bonnes pratiques en matière d'encadrement. À la fin de la première partie, Michel nous parlait de la synergie entre les pratiques d'encadrement et les pratiques d'enseignement, de la concertation entre la personne responsable du cours et les personnes qui occupent des fonctions tutorales. Elle terminait en mentionnant qu'elle répondait individuellement à chaque personne étudiante dans les forums de discussion, ce qui nous a amené à parler des pratiques d'encadrement personnalisées. Je vous invite donc à écouter la première partie de notre discussion avant de plonger dans cette seconde partie, durant laquelle nous abordons également les enjeux liés à l'intelligence artificielle en lien avec l'encadrement en FAD. Au début de notre conversation, là, on parlait de la cohérence de l'approche d'encadrement, mais là, tu mentionnes de répondre aux messages individuellement sur un forum. Comment est-ce qu'on concilie cette personnalisation des pratiques d'encadrement avec un modèle uniforme, mettons, une approche cohérente là, qui est la même pour tout le monde? Puis où est-ce qu'on pose les limites aussi? Est-ce qu'on peut aller trop loin dans l'approche individualisée? Je ne sais pas si on peut aller trop loin, sûrement. En fait, c'est le temps qu'on a à notre disposition qui va probablement témoigner. Mais toutefois, moi, ce que je fais, c'est que je leur demande un certain nombre d'éléments à mettre dans leur... par exemple, dans le premier cours, je leur demande de se présenter. Bon, je leur demande c'était quoi leur parcours scolaire, c'est quoi leur parcours professionnel, comment ils se sentent à l'aise avec la technologie, dans quel centre ils enseignent ou dans quel centre ils veulent enseigner. Puis c'est juste des petits morceaux qui me permettent, quand je fais ma réponse, qui est assez simple, somme toute, là, tu sais, je réponds à un court paragraphe à chaque personne, mais je suis capable de faire des liens. C'est, tu travailles à telle place, tu dois connaître, ou tu sais, ton conseiller pédagogique, il est super intéressant, il a fait telle affaire, tu pourras lui parler d'eux. Tel programme, regarde, il y a aussi Pierre-Paul Letourneau qui enseigne en ébénisterie, par exemple, dans ton secteur. Puis je leur dis après, quand ils écrivent leur message de présentation, je leur demande de mettre le programme dans lequel ils enseignent dans leur titre. Et comme ça, après, ils peuvent rapidement aller voir quels sont leurs collègues de classe qui enseignent dans le même programme qu'eux. Puis, il n'y a pas de travaux d'équipe dans mon cours, notamment pour toutes les raisons que je vous ai dites tantôt sur la conciliation travail, famille, études, horaires, j'allais dire loufoque, là, c'est pas ça. Des horaires atypiques, merci. Mais tu sais que je peux pas leur demander d'être assis ensemble au même moment. Pour vrai, ça se pourrait pas. Cela dit, j'essaie de faire des liens entre eux pour que quand ils choisissent le cours d'après aussi, là, l'été prochain, je vais avoir un cours à faire. Toi, tu as pris quel cours? Donc, il me semble qu'on a eu du fun à se parler ou on vit les mêmes enjeux. Fait qu'au début, je leur dis, regardez ceux qui enseignent le même programme que vous, parce que quand ils arrivent, ils ont une identité de métier très forte. Là, moi, je suis un électricien, par exemple. Donc, je veux parler à d'autres électriciens. Puis plus ça va, plus ils sont capables d'aller voir aussi. Bien, peut-être que c'est pas en électricité, mais c'est dans mon secteur, dans ma région, que quelqu'un a des enjeux similaires aux miens. Peut-être que c'est pas tout ce que je pensais. Puis finalement, je trouve que cette personne-là est très chouette. Fait que la prochaine session, je pourrais peut-être m'inscrire dans le même cours qu'elle, puis on pourrait tranquillement avancer ensemble dans notre cheminement. J'aime beaucoup, beaucoup la question qui est lancée, puis est-ce qu'on peut aller trop loin dans cet encadrement-là, très individualisé? Puis moi aussi, je rejoins ce que Michel vient de dire. On ne peut pas aller nécessairement trop loin, mais en même temps, j'ai comme envie de nous ramener dans les principes de la gestion de classe. Est-ce que dans une classe en présence,
on pourrait aller trop loin dans soutenir la réussite des personnes étudiantes? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on pourrait dépasser l'entendement puis s'épuiser parce qu'on n'a pas mis ses limites? Je pense que oui. Fait que, tu sais, dans un contexte de formation à distance, être disponible pour les personnes étudiantes, ça ne veut pas dire être disponible 24 heures sur 24, mais ça veut absolument dire avoir été clair dans les moments où on est disponible, dans quel délai on va répondre, à quel genre de questions on va répondre. Et si c'est des questions liées je ne sais pas moi, un soutien, bon, par exemple, d'aisance avec certains outils numériques, il y a peut-être un autre service qui peut prendre le relais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des grands principes pédagogiques qui s'appliquent dans mettre ses limites, être clair, dire pourquoi on fait les choses et respecter ce qu'on a dit. Tu sais, donc, je le verrais plus comme ça. Quand j'ai commencé à travailler en formation à distance, je me suis mis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben, tu vas voir quand tu enseignes en présence, tu fais de l'encadrement de groupe, puis quand tu enseignes à distance, tu fais de l'encadrement de groupe individualisé. Fait que c'est de trouver aussi la bonne dose entre qu'est-ce qu'on donne au groupe, puis après ça, qu'est-ce qu'on donne à l'individu, puis les communications qu'on fait avec le groupe, avec l'individu. Fait que dans ça aussi, moi, j'ai toujours trouvé vraiment intéressant de développer mes pratiques en gardant en tête que mon encadrement, il est de groupe, mais individualisé, puis d'offrir la possibilité à l'étudiant, quand Isabelle dit nommer les moments de disponibilité, nommer quand est-ce qu'on est disponible, puis je le remarque soit dans les cours que j'accompagne ou dans les cours que je peux donner, c'est pas tous les étudiants qui ont les mêmes besoins. On a des étudiants qui ont plus, puis il y a des étudiants qui sont pas demandants, mais moi, je me dis, offrons la possibilité à nos étudiants de, d'entrer en contact avec nous, d'être là. Puis je trouve que c'est ça qui fait en sorte qu'on a un encadrement qui est humain, de proximité, puis qui permet à nos étudiants de réussir, de demeurer motivés. Oui, puis c'est intéressant aussi, tu sais, c'est pas tous les étudiants qui ont les mêmes besoins. Puis comme tu mentionnais, Michel, que tu avais comme des pratiques qui permettaient aux étudiants de créer des liens entre eux, tu sais, de savoir qui est dans le même programme ou qui habite le même secteur. Puis donc, ça m'amène à ce dont on a discuté avant de commencer là, en introduction, mais de la création du lien entre les étudiants, puis comment les pratiques d'encadrement des personnes enseignantes ou encadrantes peuvent soutenir la création du lien entre les étudiants. Bien, ce que je voulais ajouter, là, c'est que on a parlé de la complexité parfois des cours à distance, notamment asynchrone, mais le fait d'être dans un environnement numérique, l'apprentissage, ça permet aussi, je pense, de faciliter la création de ces liens-là. Par exemple, en retournant voir les messages antérieurs d'une personne avant de lui répondre. Moi, ça serait de vous mentir si je vous disais que je connais exactement tous les étudiants, dans quel programme ils enseignent, c'est quoi le centre de service scolaire où ils travaillent. Mais quand je viens pour répondre, je dis, il me semble qu'il m'a dit quelque chose à propos de ça, je clique sur le lien, j'ai la liste des messages qu'il a fait. Bien, c'est plus facile après de faire des liens avec ça. Puis à partir du moment où moi, je suis capable de faire un lien avec un autre étudiant, je ne suis pas en train de faire la job de l'étudiant pour le mettre en relation, mais je fais juste soutenir cette relation-là, qui va choisir ou pas de développer ou pas. Ça leur appartient à eux, mais je pense qu'on a des petites poignées à des places pour attacher des petites ficelles ensemble, ou en tout cas donner l'opportunité aux étudiants d'attacher ces ficelles-là pour que, justement, que ça tisse des liens plus facilement. Oui, puis tu disais tout à l'heure que toi, comme étudiante, tu étais plus du genre à aller demander à ton collègue, ta collègue, poser des questions plutôt qu'aller voir la personne enseignante. Je pense qu'il y a différents profils d'étudiants, étudiantes qui... Tout à fait. Puis je sais aussi que il y a des étudiants qui vont se référer à des collègues qui sont passés par là il n'y a pas longtemps. Fait que toi, là, quand tu as fait ce travail-là, ou mon collègue me disait que telle affaire, tel cours, ça allait être difficile, est-ce que c'est vrai? Puis, fait que, des fois, les liens ne sont pas nécessairement entre les étudiants qui sont inscrits au même cours en même temps, mais ils vont tirer profit de leur milieu, de leur réseau professionnel
euh, pour que ça serve finalement dans leur pratique. Mais je comprends que c'est une situation qui est particulière au bac en enseignement professionnel, là, mais c'est d'aller voir d'autres opportunités aussi de les mettre en relation. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Pour vous, ce serait quoi les qualités essentielles pour assurer un bon encadrement en formation à distance? J'ai envie de reprendre. Bien sûr. On a évoqué, tantôt, on a parlé de curiosité, j'ai parlé aussi de bienveillance. Euh, Là, j'aurais le goût d'y aller aussi sur la générosité parce que Mm. faut aller au-delà. Faut pas s'en tenir au minimum. Puis pour aller au-delà, faut s'intéresser à l'autre. On disait tout à l'heure, avoir le goût d'être là, ben, puis avoir la réussite à cœur. Donc, des fois, c'est la petite communication de plus ou la petite question, l'affaire de plus qui fait que les étudiants, ils sentent qu'on est là puis qu'on est investi. Je pense que oui, il faut être passionné, mais il faut être généreux, généreuse dans la qualité de nos réponses aussi. Tu sais, sentir qu'on répond pas pour s'en débarrasser, qu'on répond avec tout notre cœur puis avec toute notre volonté que l'étudiant de faciliter son apprentissage, du moins. Oui, je dirais ça. Mm. Je trouve qu'Isabelle vient de résumer bien le volet relation pédagogique qu'il faut. Mais je pense qu'il y a aussi un volet, dis-je, compétences numériques. Mhm. Surtout quand on est en FAD, on doit être capable, je pense qu'il y a un petit peu plus de débrouillardise qui doit peut-être être pris, là. Tu sais, débrancher, rebrancher le Wi-Fi, vérifier le son, être capable de gérer les caméras, les affichages d'écran. C'est toutes des choses quand même de compétences de base numérique qui doivent qu'en tant qu'enseignant, en tout cas, ou en tant qu'intervenant en FAD, on doit être capable de gérer parce qu'après ça, on doit être capable aussi de pouvoir le transmettre aux étudiants si eux-mêmes ont de la difficulté à pouvoir recevoir les informations en FAD. Puis on doit être capable, tu sais, parce que le volet numérique ne doit pas être une barrière pour pouvoir aller voir si la compétence d'apprentissage a été acquise. Mm. Et je suis tellement d'accord avec ce que mes collègues ont dit, mais ce que j'ai vu aussi dans les années, c'est que le, le- la personne qui encadre, professeur, chargé de cours, euh, si l'étudiant s'entend très bien avec, souvent va devenir la personne de référence de l'étudiant. Moi, je l'ai vu, là, parce que l'étudiant, il n'est pas sur place, il ne connaît pas les gens. Fait qu'il va vraiment s'attacher de façon dans son apprentissage à cette personne-là. Puis nous, on a vraiment travaillé aussi à développer une meilleure connaissance de l'organisation chez nos personnes qui encadrent parce que est-ce qu'il y a un service de consultation linguistique? Oui. Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent t'aider si Mm. tu as des problèmes psychosociaux? Oui. Qui est la personne qui travaille aux prêts et bourses? Y a-t-il des prêts et bourses? Est-ce qu'il y a des prêts et bourses pour d'autres types d'étudiants que juste les prêts et bourses gouvernementaux? Fait on s'est rendu compte aussi que lorsque cette personne qui encadre est très présente, très contente d'être là, très avenante, bienveillante, l'étudiant va lui poser beaucoup de questions. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'était fait mentionner. euh, que nos enseignants n'avaient pas eu nécessairement à rediriger autant. Mm. Fait que c'est vraiment un investissement important. Là, je l'ai déjà entendu depuis que je suis ici ou dans d'autres contextes. Ouais, je commence à moins aimer ça, la gestion de classe. Je vais aller faire de l'encadrement. C'est moins demandant. C'est un très mauvais réflexe. Je vois que mes collègues rient. Euh, Parce que, il y a un investissement qu'on fait auprès de l'étudiant parce que on le dit, là, des fois, il y a des difficultés de créer le lien, mais quand il est là, ce lien-là, il est vraiment fort, puis il est vraiment présent. Fait que c'est du temps, mais c'est tellement gratifiant puis reconnaissant quand l'étudiant qui a fait un retour aux études, par exemple, ou qui a eu un parcours très long. Hein, Michel, tu nous disais, tu vas étudier pour les 10 prochaines années de ta vie. C'est des longs parcours en formation à distance. Donc, c'est aussi de l'engagement souvent sur plus que juste la session où on enseigne à l'étudiant.
Je suis vraiment d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Là, j'avais aussi noté la bienveillance, la compétence numérique, ne serait-ce que, tu sais, je pense pas qu'il faut nécessairement être des experts sur le plan numérique, mais moi, j'invite les gens à développer des stratégies de paresseux. Je suis une experte en paresse. Tu sais, par exemple, il y a des commentaires que j'écris souvent quand je fais de la correction. Et je me suis fait des raccourcis. Fait que, tu sais, au lieu d'écrire le commentaire en entier, je fais le commentaire une fois, je m'assure qu'il est bien rédigé, je mets un lien, je me fais un raccourci. Fait que chaque fois que je corrige, j'ai besoin d'écrire 2 caractères au lieu d'écrire tout le contenu. Fait que c'est des petits trucs qui font que quand j'ai une centaine de travaux à corriger, ben, je dis pas que ça va. Tu sais, je sauve pas 3 jours de correction, mais je sauve quand même un petit peu de temps qui est pour faire toujours la même chose, ce qui me permet de me concentrer sur les autres éléments qu'il faut que je mentionne aussi. Euh, Évidemment, ben, on parlait tantôt d'être disponible, ce qui implique pas d'être disponible 100% du temps. Mais souvent, en formation synchrone, on sait que les étudiants ils vont faire leurs cours la fin de semaine. Moi, je me dis, s'il m'écrit à 8h15 un samedi matin, puis que je lui réponds lundi matin, mais le prochain moment où il risque d'avoir du temps pour travailler, c'est samedi prochain. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout laisser de côté la fin de semaine. Nous aussi, on a une conciliation de travail, famille, études à faire. Pas études, tu finis ce temps-là, mais minimalement travail, famille. Mais tu sais, quand je suis capable de voir les courriels, des fois, je vois que c'est des messages de présentation, je n'ai pas besoin de répondre dans la minute. Mais parfois, si je vois que je comprends pas où je dois aller pour faire mon message de présentation, bien, c'est sûr que si j'ai une petite seconde, je vais essayer de répondre rapidement pour que la personne ne soit pas bloquée là. Puis, tu sais, je pense aussi qu'on peut faire preuve de souplesse et de flexibilité. Tu sais, oui, il y a l'encadrement pour tout le monde, les dates, c'est les mêmes pour tout le monde, mais considérant toutes leurs responsabilités, si tu m'écris avant la date de remise, qu'on est capable de prendre une entente, ça se peut, tu sais, ça ne soit pas au détriment des autres, parce que de toute façon, la session va finir en même temps pour tout le monde. Mais pour tenir compte de leur réalité, de ceux qui sont en surtâche pendant 3 semaines, puis que ça tombe un petit peu plus tranquille après, d'être capable de gérer un peu ces échéances-là à travers la session. Je pense que ça permet justement de peut-être persévérer à des moments où il y aurait peut-être abandonné parce que la charge de travail, ça ne fonctionnait pas du tout. Cela étant dit, maintenant que je vous ai dit qu'il fallait être bienveillant, disponible, souple, flexible, avoir une bonne compétence numérique, je pense que ça ne doit pas être fait au détriment de la rigueur. C'est pas parce qu'on est en formation à distance qu'on donne des diplômes. Puis, tu sais, je pense que le risque est grand que ça soit perçu comme ça des fois. Tu sais, le prof, il t'a jamais vu, tu sais. Es-tu vraiment compétent dans ce que tu fais? Et tu sais, je pense que c'est vraiment important qu'on fasse preuve de rigueur, qu'on s'assure que les travaux qui sont remis sont de qualité, euh, que la personne a témoigné de sa compétence. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'on peut s'adapter facilement au contexte de nos étudiants. J'ai envie de vous amener vers l'intelligence artificielle. On en avait discuté un petit peu, mais ouais, est-ce que vous voyez un rôle pour l'intelligence artificielle là, qui est de plus en plus présente dans nos vies? Est-ce que vous pensez que les robots conversationnels peuvent alléger la tâche d'encadrement? Est-ce qu'on peut s'en servir pour une portion de l'encadrement ou est-ce qu'au contraire, faudrait éviter? Je trouve ça difficile de répondre à cette question-là parce que ça peut être assez manichéen, c'est bon, c'est mal. Puis, tu sais, il y a tellement de nuances. Puis, tu sais, moi, d'emblée, j'antagonise pas du tout l'intelligence artificielle, au contraire. Puis, je pense que des chatbots peuvent réduire une grande quantité de questions. Mais, OK, je vais diviser en fait mon opinion en 2 volets. Tu sais, depuis les dernières minutes, on discute de l'encadrement, du lien, de l'importance d'être là, puis tout ça. Puis c'est comme si tout ce travail-là rigoureux, généreux d'encadrer, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin pour démystifier ce que c'est puis ce que ça comporte. Là, la vie arrive avec cette nouvelle cette technologie-là qui se démocratise, ça va à une vitesse folle. Fait qu'en même temps, il y a ça qui arrive, puis en même temps, on est en train de travailler à développer c'est quoi encadrer puis le faire le mieux possible. Fait que
Je pense l'intelligence artificielle devienne ton compagnon d'études, puis que ça remplace une personne. Oui, j'ai des craintes par rapport à ça. Maintenant, que ça devienne un compagnon d'études pour t'aider à la navigation ou pour retrouver des informations ou encore pour te mener, par exemple, à différents services de l'université. Il y a comme au niveau de je dirais, il y a des éléments d'ordre méthodologique ou plus administratif pour lesquels je peux très bien voir qu'il y aurait un avantage, avoir une réponse immédiate là-dessus. Mais il y a tout un autre volet, celui-là davantage lié à diagnostiquer, à l'apprentissage, au soutien motivationnel. Qui, à mon sens, doit continuer d'être faite par une personne humaine. Fait que c'est ni bon ni mauvais. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur quels sont les éléments pour lesquels c'est vrai qu'il y aurait vraiment une valeur ajoutée de le faire comme ça. D'abord pour la personne qui apprend, puis également pour la personne qui encadre. Je poursuivrai dans l'idée avec, c'est ça, les tâches qu'on appelle gruge-temps. Un peu comme ce que Michel expliquait tout à l'heure, là, de pouvoir faire un contrôle D puis que ton paragraphe il apparaît de félicitations, c'est vraiment plus agréable que de taper 250 caractères de félicitations après un travail. Fait des trucs comme ça, gruge-temps, l'intelligence artificielle, oui, peut t'aider parce que là, on revient à ce que Isabelle a dit. Mon temps est utilisé pour donner ce que moi, en tant qu'humain, je suis capable de donner le mieux, mon empathie, ma bienveillance, mon écoute, mon encadrement. Donc, de s'enlever justement ces tâches un peu robotiques, tiens, on va y aller dans le thème, là. D'enlever ces tâches robotiques, de le laisser au robot, mais de nous, en tant qu'humains, nous laisser nos tâches humaines. J'aime beaucoup ça, ces réponses-là qui sont nuancées. Là. Souvent, justement, c'est bon ou c'est mal. Je trouve ça super intéressant. Au départ, moi, je suis pour l'intelligence artificielle. Ma thèse portait sur un des aspects de l'intelligence artificielle. Toutefois, je suis la fille fatigante qui vient avec les risques éthiques, les enjeux éthiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais il y en a, Michel, il y en a. C'est bien ça. d'être cette personne-là. C'est ça. Fait que là, je peux faire un devoir d'être la personne talente. Mais tu sais, assurément, là, il faut se rappeler qu'on n'a pas le droit de mettre un travail d'étudiant dans un outil d'intelligence artificielle. On n'a pas la propriété intellectuelle du contenu, on n'a donc pas le droit de le déposer. Donc, on n'a pas le droit de mettre des coordonnées, on n'a pas le droit d'utiliser des noms, on n'a pas le droit, tu sais, tout ça mis en place. Là, une fois qu'on a dit ça, moi, des fois, j'en ai besoin d'intelligence artificielle pour reformuler un paragraphe que, il me semble que je me lis puis je me trouve bête un peu. Fait que là, je suis capable de mettre ça plus cute. Puis des fois, ben, j'ai le goût qu'il soit encore un petit peu meilleur. Puis là, je le mets dans le ChatGPT, par exemple, pour ne pas le nommer. Puis je lui demande, peux-tu me faire une formule qui est plus bienveillante, plus empathique? Parce que, moi, c'est peut-être le 82e que je corrige, mais lui, ça va être sa première réaction qu'il va avoir. Ça va être sa première rétroaction qu'il va avoir. Fait que, il faut qu'il ait le même ton bienveillant, empathique et tout ce qu'il faut. Fait que des fois, je m'en sers pour ce genre d'opération-là. Fait que de la reformulation. Cela dit, je pense qu'il faut faire attention aussi pour éviter qu'on utilise l'intelligence artificielle pour formuler des rétroactions à des travaux qui ont été faits avec l'intelligence artificielle. Là, je trouve qu'on commence à tourner en rond. On va dire aux machines de se parler, puis on va aller faire d'autres choses. Fait que, je pense que les choix pédagogiques qu'on fait, l'utilisation qu'on fait, qu'on accepte que les étudiants fassent aussi, là, plus ça va, plus les universités arrivent avec des formules pour présenter la façon dont ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Fait que je pense qu'il y a des utilisations qui peuvent être très pertinentes, très aidantes. J'ai des étudiants qui seraient probablement bien meilleurs s'ils faisaient leurs travaux oralement que s'ils avaient à les écrire. Puis des fois, je me dis, ben peut-être qu'il va utiliser l'intelligence artificielle pour être en mesure de reformuler des morceaux qu'il a de la misère à formuler. Ben, sais-tu quoi? Je suis bien contente pour lui. Je veux qu'il me le fasse en transparence. En même temps, moi aussi, je fais ça. Là. Je ne vois pas pourquoi je refuserais que les étudiants le fassent. Je ne veux pas qu'il fasse faire son travail complètement. Mais à partir du moment où il l'utilise pour reformuler, bonifier, je pense que ça a bien de l'allure. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut penser à quel genre de questions on peut poser avec les risques, les enjeux, mais aussi à quelle utilisation on accepte que nos étudiants fassent. Puis, encore là, je pense qu'une approche programme, une belle concertation au sein d'un programme, ça peut aider aussi à envoyer le bon message aux étudiants.
Le Indéniable. principe de transparence, c'est ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Là. Puis, je ne sais pas pour les universités, mais au cégep, nous, on commence à se doter de recommandations, tu sais, par institution. Puis ça aide beaucoup parce que justement, ça apporte l'idée. Tu sais, je sais, nous, on a fait nos recommandations en ayant plusieurs corps de métier, tu sais, autant la formation en FAD que de la formation continue, que des enseignants, les conseillers pédagogiques. Tu sais, on avait un éventail de personnes qui étaient là à réfléchir sur les recommandations qu'on faisait. Fait que le principe de transparence est aussi bon, s'il est bon pour les étudiants, il est bon pour le personnel enseignant et tout autre personnel aussi. Fait que cette transparence-là doit être mise de l'avant. Oui, puis c'est une culture à développer aussi, tu sais. Puis oui, dans les universités, cette idée-là percole, puis on voit de plus en plus d'universités se doter de balises aussi pour utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit du côté des personnes apprenantes que des personnes enseignantes. Puis, tu sais, à ce niveau-là, tu sais, d'imaginer un robot conversationnel, par exemple, dans les cours, tu sais, tantôt, on faisait bien la distinction entre les tâches pédagogiques, puis d'encadrement, puis des éléments, tu sais, Amanda t'appelait grugetant. Mais, tu sais, par exemple, tu sais, ça pourrait être quelque chose qui est développé en équipe programme ou plus institutionnel, au sens qui vient vraiment soutenir l'étudiant, mais qui n'est pas nécessairement la personne tuteur, tutrice qui utilise l'intelligence artificielle. Tu sais, si l'intelligence artificielle est là pour nous guider vers les bons services, pour répondre à des questions, tu sais, tantôt, Karen, tu parlais de toute l'importance de connaître l'institution. L'étudiant qui étudie à l'UQAT, mais qui est basé à cette île, peut-être qu'il ne sait pas à quelle porte cogner pour tel ou tel autre de ses besoins. Ben là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle peut agir comme, comme guide pour pointer vers les bonnes ressources. Donc, on est moins dans une utilisation autour de la rétroaction. Puis là, je vais vraiment retenir aussi, Michel, j'ai bien aimé l'analogie avec, là, à un moment donné, on va laisser les machines se parler. Donc, je pense que la distinction, puis de cibler, ça répond à quel besoin, puis est-ce que ça peut être mis en place de façon peut-être un peu plus institutionnelle? Peut-être que ça permet d'avoir cette vigie-là éthique qui est si importante. Oui, parce que je pense que les robots conversationnels, ça a un super potentiel. Là. Je sais qu'il y a une compagnie de mémoire, c'est dans le coin du Saguenay, qui travaille fort sur l'utilisation de robots conversationnels. Moi, l'espèce de point de vigilance que j'aurais, c'est on peut-tu faire tous les tests nécessaires, y compris tous les cas extrêmes, là. Un étudiant qui est en détresse, qui utilise ça pour aller chercher du soutien, qu'est-ce qui va se faire répondre rapidement? Est-ce que c'est suffisant? Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut donc laisser faire parce que peut-être qu'on ne l'aide pas non plus s'il n'y a rien du tout comme moyen. Là. Je pense que d'avoir des stratégies pour arriver rapidement à un humain, peu importe la stratégie, puis en étant bien conscient qu'avec 2000 étudiants dans un programme, ben, c'est dur de répondre instantanément. Cela dit, nos conseillers, ils le font vraiment rapidement. Mais de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui peut répondre rapidement à leurs besoins autrement que par une machine qui, on ne sait pas exactement ce qu'elle va répondre. Je serais encore un peu stressée, mettons. Ça prend une machine qui te répond « appelle à telle place » plutôt que d'essayer de diagnostiquer ce que tu as. C'est pas ça. Puis, tu sais, je veux dire, il faut être vigilant. Puis, il y a eu des cas, notamment aux États-Unis, où le robot conversationnel, ça a très mal viré, là, parce qu'il y avait des étudiants qui étaient en grande détresse psychologique. Donc, oui. Et de la même façon qu'on ne laisserait pas... Tu sais, moi, je me suis fait dire une fois... j'avais un étudiant qui était en détresse, puis j'avais l'impression que je pourrais l'aider, mais c'est pas à moi de faire ça. Pas parce que ma convention dit que c'est pas mon rôle, parce que je suis pas formée pour faire la bonne intervention au bon moment. Puis peut-être que juste de lui dire va dans le bureau, c'est pas suffisant. C'est viens avec moi, on va aller dans le bureau puis là, tu vas avoir le soutien d'une personne qui est compétente pour le faire. Et je pense que faut pas le faire nous comme humains, même si des fois on a l'impression qu'on peut aider, mais qu'on peut aussi nuire. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser la machine encore moins le faire avec le jugement qu'elle a peut-être moins encore que l'humain. J'apporte un dernier grain de sel, un peu plate, je dirais, mais je l'assume. Dans une autre vie, j'étais enseignante d'histoire. Et tu sais, je tiens juste à apporter qu'une intelligence artificielle générative, c'est un avènement technologique, comme on a eu plusieurs autres avènements technologiques. Je n'y étais pas, mais paraîtrait-il que quand l'ordinateur est apparu, on a tout tombé de nos chaises. Là. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi, et là,
ça aussi, c'est de par mon ancienne vie de prof d'histoire, mais moi, je regarde beaucoup tout ça et laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps de faire les tests. Mettons des balises claires, justement, de transparence, d'utilisation, d'éthique, d'intégrité intellectuelle. Voilà, on peut tous les nommer. Mais laissons-nous le temps de faire les tests puis de voir si la tâche qui est capable de nous faire est acceptable ou non. Là, tu sais, c'est pas la première technologie et ce ne sera pas la dernière, au risque de surprendre plusieurs auditeurs. Là, tu sais, il y en aura d'autres des avènements technologiques comme celle-là. Puis le monde va juste en rendre mieux temps. Donc, ça sera même des technologies plus avancées qui vont nous offrir plus puis qui vont encore plus nous jeter par-dessus notre chaise. Là. Donc, soyons préparés, mais laissons-nous le temps de les tester puis laissons-nous le temps de se faire une vraie tête. Là. Tu sais, dans le continuum historique, là, ça fait pas très longtemps que l'intelligence artificielle générative est arrivée. On peut se laisser une petite chance en tant qu'humanité, je pense, pour décider on se place où. Puis Amanda, le fait d'être patient puis de laisser passer un peu de temps, ça libère du temps justement pour continuer d'améliorer peut-être notre approche très humaine de l'encadrement. Voilà. J'aurais pas dit mieux, Isabelle. Est-ce que, mais en fait, bon, c'est peut-être moi, ce que tu veux dire par laissons-nous le temps, est-ce que c'est ne les intégrons pas tout de suite à nos pratiques dans les établissements d'enseignement ou soyons Indulgents envers nous-mêmes. Oui. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Donc, de la même façon que je pourrais vouloir intégrer une nouvelle, mettons-le, OK, je te mets ça très drabe. Je voudrais, moi, intégrer des mises en situation dans un cours qui habituellement était donné de manière très magistrale. Hey, ça, là, c'est une révolution des mises en situation dans un cours magistral, là. Bien, je vais probablement tout mettre en place. Je vais préparer à l'avance. Je vais peut-être modéliser mes étudiants. Je vais mettre des barèmes clairs. Je vais faire une grille de correction bien explicite. Bien, c'est la même chose. Donnons-nous le temps en voulant ou en ne voulant pas intégrer l'intelligence artificielle, mais faisons tout ça. Revenons à notre intention pédagogique. Revenons à la modélisation des étudiants, qu'on veut l'utiliser ou non. Parce que même si je ne veux pas, moi, que mes étudiants utilisent l'intelligence artificielle, je vais devoir les modéliser sur qu'est-ce qu'ils pourront utiliser. Mm-hmm. La bibliothèque reste disponible, Google reste disponible. Je sais, il y a plein de choses qui restent dispo là, pour starter une recherche. Mm-hmm. C'est quoi qui est disponible? Parce que peut-être qu'eux ne le savent pas. Donc, cette même procédure-là devra être faite, qu'on veut l'utiliser ou non, mais soyons indulgents envers nous, essayons pour commencer, puis voyons, qu'importe qu'on l'utilise ou non, essayons, plaçons tout en place pour que ça se passe bien, puis voyons. Se laisser le temps, ça ne veut pas dire nourrir une forme de déni. Bien au contraire, dans le fond, c'est que les étudiants l'utilisent là, pour les travaux. Là. Fait que, je veux dire, ils ont démocratisé cette pratique-là. Fait que se laisser le temps, c'est quand même continuer de s'intéresser, comprendre comment ça marche, tester nos modalités d'évaluation aussi avec l'IA, adapter nos modalités d'évaluation aussi compte tenu que ça existe. Donc, je pense qu'on peut continuer d'être très proactif en ayant bien en tête que ça existe. En fait, je pense que c'est essentiel. Puis, tu sais, dans un contexte de formation à distance, revoir les modalités d'évaluation, ça fait longtemps qu'on en parle, avant même qu'il y ait l'avènement ou l'arrivée, en fait, de l'IA, parce que l'étudiant est à la maison, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il y a un contexte, il y a un environnement qui n'est pas contrôlé forcément. Donc, il fallait déjà essayer d'imaginer des modalités d'évaluation qui permettent d'évaluer vraiment les compétences puis de limiter au mieux le plagiat. Bien, ça continue, hein, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a une autre couche de complexité qui est l'IA, fait que ça demande d'être très créatif sur le plan de l'évaluation. Puis, des fois, d'opter vers des modalités qui étaient peut-être un petit peu moins traditionnelles, mais tant mieux. Peut-être que ça nous amène à évaluer avec un petit peu plus d'acuité puis de raffinement. Pourquoi pas? Et là, la seule différence entre mon exemple de mise en situation puis l'IA, comme Isabelle le dit, c'est que là, l'IA, il est toujours dans notre face. Alors que les mises en situation, si tu es un enseignant puis que ça ne te tente vraiment pas, tu peux faire un déni parce qu'il n'y a pas personne à chaque jour à la télé, sur ton fil Facebook, ta grand-mère qui t'appelle, qui va t'en parler. Mise en situation, là, on en parle moins que l'IA. C'est la principale différence.
Oui, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, je pense, Amanda, par rapport à la compétence numérique aussi, là. Tu sais, pour que la personne enseignante puisse bien encadrer les personnes étudiantes, il faut qu'elle-même développe sa compétence numérique pour pouvoir, à son tour aussi, soutenir les personnes étudiantes dans le développement de leurs compétences numériques. Puis ça fait partie de l'encadrement. Puis l'intelligence artificielle, c'est aussi... Oui, c'est un peu le même principe, effectivement, parce que ce qu'on veut, c'est pas évaluer l'étudiant sur son utilisation de PowerPoint, on veut évaluer l'étudiant sur ce qu'il a mis dans son PowerPoint, pas comment il a fait ses animations. Fait que c'est un peu ça le principe aussi pour l'intelligence artificielle. En complément, je voulais juste dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça vient aussi à des moments où on ne le sait pas. Tu sais, tantôt, Amanda Amélie, tu as parlé de partir d'une recherche Google. En date, je vais dire d'aujourd'hui, là, mais de très récemment, il y a plusieurs utilisateurs de Google qui ont la fonctionnalité qui s'appelle Google AI Overview, qui n'a pas été désactivée. Donc, on se fait retourner par Google du contenu qui est généré par l'intelligence artificielle. Fait que, quand on avait encore ça, là, je peux au moins valider ce que Google me dit. En même temps, là, on peut puis on peut pas. Fait que je pense que l'idée, c'est aussi d'aider nos étudiants à être critiques envers ce que l'intelligence artificielle nous donne. Puis, il faut les accompagner là-dedans. C'est facile de dire, faut valider l'information. Oui, mais c'est parce que souvent, quand ils vont voir sur ce que l'intelligence artificielle va répondre, c'est parce qu'ils ne savent pas. Fait qu'il faut comme se trouver une stratégie pour aller rechercher de l'information aussi dans d'autres moteurs de recherche, d'aller voir, oui, Google, c'est facile, mais il y en a d'autres qui existent. D'aller voir ce qu'il y a dans les bases de données de la littérature scientifique, d'aller voir des organismes dont on connaît la crédibilité, par exemple. Qu'est-ce que l'UNESCO dit à propos d'eux? Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation dit à propos d'eux? Fait que, d'aller contre-vérifier, puis pas juste se fier. Comme au début de Google, on disait, il ne faut pas juste rester dans la première page de résultats, là. Mais c'est encore un peu ça. Il faut comme aller creuser un peu, pas se fier uniquement à ça. Puis ce qui est particulier, c'est que dans des recherches qui ont été présentées récemment, ils ont testé la perception des étudiants quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'étudiants qui disaient on n'ose pas s'en servir parce qu'on se fait dire depuis le début que c'est du plagiat. Fait que, ça fait 10 ans, mettons, qu'on se fait dire touche pas à ça. Puis là, on arrive, puis il y a des profs qui nous disent oui, oui, tu peux l'utiliser, mais ils ont tellement peur de se faire taper sur les doigts qu'ils continuent à ne pas l'utiliser. Puis ça, moi, je pense que ça peut juste augmenter la fracture numérique parce qu'il y a ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, il y a ceux qui l'utilisent bien, qui sont capables d'aller chercher tout son potentiel, puis il y a ceux qui ne l'utilisent pas du tout. On est encore en train de dire, il va y avoir des étudiants qui vont mieux se débrouiller parce qu'ils ont une compétence numérique plus grande, parce qu'ils sont mieux formés sur les enjeux puis sur comment vérifier l'information. Fait que je pense que l'idée de prendre son temps, c'est aussi l'idée de faire les apprentissages en toute transparence pour modéliser l'utilisation qu'on en fait, puis voir les failles, puis les nommer les failles pour qu'on devienne conscient, parce qu'on a l'impression que c'est magique puis que ça marche tout le temps, mais pas pour vrai, là. Moi, ChatGPT, je m'ostine souvent avec, là, parce qu'il ne me dit pas ce que je veux qu'il me dise, là. Ou, il est paresseux, il ne veut pas faire ce que je lui demande. Puis il me dit comment je pourrais le faire. Je dis, non, je veux que tu le fasses. Puis il m'explique l'algo à faire. Non, je veux que tu le fasses. Mais en même temps, ça, il faut le dire pour pas que les étudiants pensent que la première réponse est nécessairement la bonne. Oui, ça devient encore plus important de développer le sens critique. Ça a toujours été quelque chose de fondamental. J'allais dire tout à l'heure, Charlotte, on parlait de l'importance, mettons, de l'approche programme pour l'information qu'on donnait en FAD. Là, je pense qu'en intelligence artificielle, il faut voir non pas seulement l'approche programme, mais l'approche, je dirais, service ou systémique. C'est-à-dire, ça ne peut pas être seulement sur les épaules d'un enseignant, d'un tuteur, de montrer l'intégrité intellectuelle, de montrer les bonnes étapes à faire une recherche. Puis là, je vous ai juste nommé 2 choses. Nous, on a des spécialistes de métaux, mettons, puis on a des gens à la bibliothèque pour la recherche. Fait que c'est là que l'environnement de l'étudiant va devenir important pour que tout ça mis ensemble, là, lui, il va ramasser toutes ces petites pièces de puzzle puis il va faire son puzzle concernant l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle. Mais ça prend tout ce système-là.
Ben, en fait, ça prend indéniablement comme un comité institutionnel qui s'assure que, bien sûr, dans l'enseignement, puis là, tu as évoqué la recherche, mais tu sais, des fois, l'enseignement puis la recherche, ça se rejoint. Tu sais, je pense aux étudiants de deuxième, de troisième cycle, maîtrise, doctorat. Est-ce que c'est de l'enseignement? Ben, c'est de l'encadrement, mais ils sont en rédaction d'un mémoire, d'une thèse, mais sont en apprentissage. Donc là, l'enseignement, la recherche se croisent. Mais tu sais, je pense à d'autres services aussi dans une université qui peuvent être appelés à utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour transcrire des procès-verbaux, par exemple. Fait que, tu sais, dans différents paliers, fait que, tu sais, ça prend, faut que tout le village soit sensibilisé. Là, on n'a pas parlé de notre service informatique, là, qui, eux, sont vraiment contents, finalement, de se faire donner des codes pour le réseau Internet faible du pavillon X, là, tu sais. Non, mais c'est vrai quand même. Il y a des avantages indéniables. Voilà. Non, puis c'est ça. Puis encore une fois, c'est ça, c'est des comités institutionnels, puis c'est pas pour antagoniser, c'est juste pour mettre des balises, puis comprendre ce qu'on va en faire, puis jusqu'où on va aller éthiquement. Puis après ça, ben ça ruisselle dans différentes sphères d'activité d'une université ou d'un cégep, là. Donc, ouais. J'irai vers un mot de la fin. Peut-être je ferai un petit tour de table en commençant avec Karen. Moi, je trouve que l'encadrement, pour moi, ça demeure un aspect vraiment intéressant de mon travail parce que c'est toujours à créer, à revoir. Je pense que c'est Michel qui disait, après une session, je pensais que j'avais tout appris. Moi, j'apprends à toutes les sessions. Je trouve des nouveaux trucs à toutes les sessions. Fait que je trouve que c'est vraiment une portion de mon travail qui est très motivante. Où j'apprends sans arrêt, où je me développe, je développe les gens avec qui je travaille. Donc, pour moi, je terminerai en disant ça. Ceux qui pensent que l'encadrement, c'est banal, c'est monotone, ils font fausse route, là. C'est vraiment comme un labyrinthe à explorer. Wow, j'ai envie de poursuivre dans la lancée qui est super inspirante que Karen vient de nous livrer. Tu sais, puis j'aurais le goût de dire que pour l'encadrement aujourd'hui, tu sais, on a parlé de différentes façons, puis l'importance en fait de soutenir les étudiants, puis de développer leur sentiment d'appartenance, puis tout ça, puis on veut briser leur isolement aussi, mais j'aurais envie de finir en ramenant l'importance de briser l'isolement des personnes qui enseignent aussi. On a évoqué à quelques reprises l'importance de peut-être embrasser une approche d'approche programme. Ou du moins d'avoir des espaces de concertation où les personnes qui enseignent peuvent échanger sur leurs pratiques, sur leurs enjeux, sur les défis, sur comment ils sont arrivés à renverser certaines situations qui étaient plus difficiles. Donc, puis, tu sais, je sais que les enregistrements seront écoutés notamment par des personnes en conseillance pédagogique. Donc, je pense que les conseillers et conseillères pédagogiques dans nos différentes institutions peuvent être aussi cette bougie d'allumage-là pour créer le moment où les personnes qui enseignent s'assoient ensemble. Donc, d'avoir ce rôle-là d'animateur, d'animatrice de milieu pour que ces espaces de concertation-là arrivent, finalement. Ouais. Pour les bienfaits du balado, moi, j'avais été voir, j'avais demandé quelques statistiques. Donc, depuis 2021, là, j'avais à peu près le nombre de rétentions qu'on avait après une session. Puis, ce que je vois de la manière que les stats m'ont été remises, là, je vois vraiment le programme qu'on a. On en a quand même un 7-8 programmes à distance. Puis, je vois le nombre. Puis, ce que je peux voir, c'est un peu, ça recoupe avec ce que Michel disait. Je pense qu'à chacune des années, à chacune des sessions, on est devenu un peu meilleur parce que notre rétention est meilleure à chaque année. 2021-22, après ça, 2022-2023. On a toujours une meilleure rétention jusqu'à ce que certains de nos programmes arrivent à 98% de rétention quand même de nos étudiants. Donc, se laisser le temps encore. On dirait que c'est la deuxième fois que je dis ça dans le balado aussi, mais laissons-nous le temps de trouver les méthodes qui vont bien. C'est pas facile d'enseigner à distance,
c'est pas facile non plus d'enseigner tout court. Ma phrase aurait pu arrêter là. Donc, soyons indulgents envers nous-mêmes, donnons-nous des bonnes stratégies, donnons-nous des bons outils, des bons vaisseaux pour pouvoir atteindre nos objectifs. Puis, on va juste être meilleur dans 5 ans. Puis partageons-les, comme Exact. Ouais. Vraiment. Oui, c'est pas une chasse gardée. Ça, en enseignement, des fois, on a ce petit tabou-là, on prépare nos cartes à tâches et on veut les garder, mais non, partageons-les, là, ça va juste aider. Puis rarement, moi, j'ai donné des cartes à tâches, mettons, à des collègues, puis ils les ont utilisées telles quelles. Là. Ils faisaient des changements. On fait tous des changements quand quelque chose nous est remis. Donc, croyons en l'éthique du rôle enseignant ou de la profession enseignante. Croyons en cette éthique-là qu'on va prendre les choses puis qu'on va les adapter selon notre besoin. Michel? Ben, moi, mon mot de la fin, je reviendrai sur l'idée d'être paresseux pour pouvoir se consacrer aux choses qui valent vraiment, qui ont vraiment une grande valeur pour les personnes étudiantes. Notamment créer de la présence à distance, mais aussi créer un sentiment d'appartenance entre eux, entre les étudiants qui sont là. Puis une des façons que j'ai commencé à faire depuis quelques sessions, c'est que je demande aux étudiants qui arrivent à la fin de la session, je leur demande de laisser un message aux étudiants qui vont commencer la session d'après. Puis, ils disent toutes la même chose que ce que je me forçais à dire chaque session en disant, tu sais, écoutez-moi, là, c'est vrai ce que je vous dis, c'est vrai que vous allez avoir des défis, mais c'est vrai qu'on est là pour vous aider. Puis finalement, maintenant, c'est eux qui le disent, puis j'ai vraiment l'impression que ça passe mieux parce que c'est quelqu'un qui vient de vivre exactement la même chose qu'eux. On a un témoignage d'un finissant aussi, tu sais, qui vient dire que au début, ça va bien, t'es comme dans une lune de miel, puis à un moment donné, tu te demandes ce que tu fais là, puis pourquoi tu fais ça, mais tu oublie pas que... Puis je trouvais que c'était vraiment des beaux messages envoyés aux étudiants. Fait qu'on peut aussi miser sur ceux qui sont là pour aider les prochains. Je pense que ça vaut la peine. Puis oui, comme personne chargée de cours, comme professeur, comme tuteur, on est les personnes de première ligne pour les personnes étudiantes, mais en même temps, on peut miser sur une grande équipe. La plupart du temps, on peut se revirer de bord puis aller chercher du soutien nous-mêmes comme ressources enseignantes, puis aller voir le reste de notre équipe pour s'assurer qu'on offre le meilleur aux personnes étudiantes qui sont inscrites dans nos programmes puis qui vivent des situations toutes singulières, qui arrivent avec leur background différent, leurs défis différents, leurs enjeux différents, mais aussi leurs forces, leur expérience sur lesquelles on peut miser pour faire d'eux des étudiants qui vont persévérer. Ben, merci beaucoup à vous quatre, Isabelle, Karen, Amanda, Émilie, Michel. Ça a vraiment été riche et intéressant. Je pense qu'on peut repartir avec plein de bonnes idées puis poursuivre la réflexion. Merci à vous toutes. Merci. Merci. Bye bye. Chers auditoires, nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'encadrement des personnes étudiantes à distance. Nous vous invitons à porter cette réflexion dans vos propres pratiques pédagogiques. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!